Donc vas-y, dis-nous. Qu'est-ce qui a fait la différence entre l'avant et l'après, le nouveau là qui est au Congo là, le Non, bruxellois là. oui, voilà. Bon, c'est plus, comment je peux dire, c'est plus par rapport au parler, hein. Par rapport au parler, Kagame est devenu un peu agité depuis que Félix est au pouvoir. Parce que si vous voyez bien les débits, sous Kabila, voilà, je reviens un peu sous Kabila. Sous Kabila, il n'y avait pas, il y avait pas réellement de friction entre les deux. Donc, malgré Mhm. qu'on nous attaquait, il y avait la rébellion. Ben, je n'ai jamais vu Kagame s'élever, parler de Kabila, ou bien Kabila s'élever, parler de Kagame. Donc, entre les deux, il y avait toujours du silence. Il y avait toujours du silence. Voilà. Donc, c'était comme si quelqu'un qui était à son service. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de généraux qu'on a éliminés à cette époque. Les cas même de Mhm. Mamadou Ndala. Mamadou Ndala a été éliminé à l'époque. Ok, Après qu'il ok. ait repoussé, il ait repoussé les Rwandais jusqu'à la frontière. Quelques jours après, on les piège et puis on l'assassine. Donc, Mhm. mais au début, lorsque Félix prend les pouvoirs, lui aussi est revenu sur, sur la même stratégie avec que Kabila et Kagame. Ok. Donc, euh, il a commencé à collaborer avec Kagame. Kagame, c'est mon frère. On se rappelle encore de Kagame, mon frère. Il y a eu même des accords. Atigere Waswahili. Ok, ok. On Voilà. t'écoute, hein. Oh, oui, voilà. Il a commencé à Peso flatter Pagaye. Kagame. D'ailleurs, l'IDPS a chanté pour Kagame au stade des Martyrs lors des obsèques de son père. Ils ont chanté Yona Nyoboya Kagame. Donc, c'était Kagame de devenir réellement la famille. Bon, Mhm. mais après un temps, oui, après un temps, on a senti que Tshisekedi s'est radicalisé. Que ce soit les accords, que ce soit toutes les choses qu'ils avaient fait, toutes les choses qui s'étaient promis, et Tshisekedi n'a jamais réalisé ça. Donc, Ok. c'est que oui, le comportement de Tshisekedi a fait que Kagame puisse quitter aussi, puisse quitter les silences, donc son zone de confort, pour commencer maintenant à raconter des histoires sur le Congo. Donc là, il attaque le Congo, il parle Et du qu'est-ce qu'il a dit M23. exactement? Bon, il parlait des affaires coloniales. Il a même dit que Tshisekedi n'a rien à voir avec le M23. Le M23 existait avant lui. Bon, des histoires comme ça. Mais Ok. les non-dits, les non-dits est qu'il commence à reconnaître, il s'acquise, donc lui-même s'acquise réellement qu'il est derrière Mhm. le M23, qu'il a besoin de récupérer une partie du territoire de la RDC. Parce qu'il remet, Ok. il dit que non, il dit que ces territoires-là, ce sont des territoires qui appartenaient au Rwanda, qui suite à la colonisation, euh, il s'est arrivé que lors du découpage, on a donné ces territoires-là à la RDC. Ok, ok. Donc pour lui, oui, pour lui, ce ne sont pas nos territoires. Il doit les récupérer. Donc il se bat pour récupérer, ce sont les territoires du Rwanda. Donc c'est un peu ça. Mais Conflit, jadis, oui, oui, jadis conflit Kagame colonial. voilà, il parle d'un conflit colonial. Mais jadis Kagame n'abordait jamais ces genres de questions-là. Donc à Quand un il moment était, donné, là, oui, quand Kabila était là, il n'abordait pas ce oui, sujet. mais non, Kabila ne parlait jamais de ça. Kabila est toujours dans son silence. Et Kagame aussi ne l'inquiétait pas. Parce que ce qui fait aussi que Kagame puisse monter au créneau, c'est parce que dans les secrets, il ne se sent plus à l'aise. Il ne se sent plus à l'aise, c'est pourquoi il monte au créneau pour parler à la presse, pour raconter des histoires sur la RDC. Donc, par rapport à Félix et Kabila et Félix, Félix a au moins essayé de faire parler Kagame. Kagame parle trop ces derniers temps. Alors que sous Mhm. Kabila, on l'a jamais entendu parler. Donc, Et il n'y a même pas que ça, c'est que en fait, quand il fallait parler de tout ce qui se passait au Congo, c'était très difficile. On avait l'impression que personne n'était au courant, que rien ne se passait. Il n'y avait qu'à l'extérieur qu'on en parlait.
Oui, Alors que moi, j'ai remarqué que ça a commencé à se vulgariser avec Tshisekedi. voilà, oui, avec Tshisekedi, on en parle de partout. On en parle de partout. Même la stratégie qu'il a mis en place avec les Gims et les autres ambassadeurs qui font quand même un bon boulot, les bons musiciens. Ça commence, oui, on parle de ça de partout. Mais avec Kabila, la stratégie était, on ne parle de rien, on ne cite pas le nom du Rwanda. Même si vous voyez au début du mandat de Félix, Félix a beaucoup évolué. Au début du mandat de Félix, on ne pouvait pas, oui, même dans la communication de Mouya, on ne pouvait pas prononcer le nom Rwanda. On ne pouvait pas prononcer le nom Kagame. On ne pouvait pas dire, comment, agression. Il fallait se limiter à dire rébellion. Donc, rébellion du M23 pour dire que ce sont des mouvements internes qui se sont rébellés. Donc, il n'y a pas agression d'un pays. Donc, Tshisekedi a aussi évolué, mais on va toujours que vers la fin, il s'est quand même rébellé. Ça aussi, c'est peut-être un avantage d'avoir aussi un Congolais, mais bon, quoique je lui reproche de beaucoup de choses, mais il y a quand même cette fibre-là patriotique à un moment donné pour dire que non, oui, Fibre vous qu'il savez, n'y avait pas avec l'autre. Fibre qu'il n'y non, avait non, pas non, avec l'ancien. non. Kabila, vous croyez quoi? Parce que imaginez, on assassine Mosé. Mosé combat les Rwandais, il combat les Ougandais, les Burundais. On l'assassine et puis par magie, Kabila qui n'a ni popularité, ni parti politique, ni rien, on les place au pouvoir. Au nom de quoi on va placer Kabila au pouvoir? Les Rwandais ne vont pas placer Kabila au pouvoir pour qu'il continue à jouer les jeux de Mosé. Non. C'était clair qu'il a été placé là, soutenu par l'élu Michel et les États-Unis et d'autres, pour pérenniser les plans de quoi? Les plans que Mosé avait détournés à l'avance. Donc c'était ça la stratégie. Donc oui, quand Kabila vient là, c'est le silence total. On infiltre l'armée. Aujourd'hui, les renseignements sont infiltrés, l'armée, la police. Il y a des infiltrations partout, que ce soit au niveau des politiques, partout. Le pays est infiltré sur tous les plans. Ouais. Donc, Et donc tout le temps où Kabila était au pouvoir, ça a permis de structurer donc cette infiltration. Oui, c'était pour faire l'infiltration et puis à la fin, on va donner le pouvoir à un Congolais et puis on va dire la balkanisation va arriver, on va dire non, voilà les Congolais, ils sont là et même ils n'ont pas su comment retenir veiller à l'intégrité territoriale de leur pays. Donc c'était une stratégie. Oui, c'est comme un cadeau empoisonné, il te donne un cadeau empoisonné comme. Il sait très bien, il connaît bien les tenants, les aboutissants. Le pays est infiltré, le pays est infiltré sur tous les plans, Mais ce que Tshisekedi a fait, c'est bien parce que Kagame commence à parler. Là, tout le monde comprend, comprend réellement qu'est-ce qui se passe. Et est-ce qu'il faut forcément que tout le monde comprenne? Mais bon, les pouvoirs, c'est toujours difficile de comprendre les pouvoirs. C'est toujours oui. Les gens qui sont au pouvoir, des fois ils sont mal compris. Des fois ils sont mal compris. Et bon, ça dépend aussi de la volonté. Parce que le pouvoir en soi, il a plusieurs aspects. Moi, j'ai essayé de faire un constat juste sur l'aspect sécuritaire et diplomatique entre les deux pays. Mais vous allez voir que sur les commentaires, les gens essaient un peu de tout mélanger. Non, oui, donc les gens croient à partir de ces constats, j'ai dit que les pays allaient bien, que les fonctionnaires étaient payés, qu'il y a des emplois, alors que ce n'est pas le cas. J'ai juste prélevé un petit cas, un petit constat que j'ai fait. Donc, voilà, mais les pouvoirs, moi, si je suis des fois contre la manière dont tout ce qui se passe là. Mais il y a d'autres choses, oui. Vous pouvez, ouais, mais il faut juste, salut. Il faut juste savoir comment le Congolais font la politique. Hein. Nous sommes dans le radicalisme, en fait, genre chrétien, musulman, quoi. Ou soit animiste. Je donne cet exemple pour essayer un peu de comprendre l'ampleur du truc.
Parce que si je suis, par exemple, dans l'opposition, je dois m'opposer à tout ce qui fera, à tout ce qui sera des actions, par exemple, du pouvoir. Donc, je dois m'y opposer, donc, et puis contredire, même si c'est bien pour la population, je contredis quand même. C'est comme ça qu'on réagit dans notre opposition. À la place, par exemple, de dire, ah, ça c'est quand même bien, mais quand on te voit... Ah, ok, oui. Donc, les gens manquent d'objectivité. Ils savent pas dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. Les gens sont plus en mode... ils sont plus dans un fanatisme. Ils sont fanatiques d'un parti, pardon. Et tout ce que fait le parti est bon, rien n'est mauvais, et tout ce que fait l'opposition est mauvais, rien n'est bon. C'est ça? Voilà. Bon, c'est ce que j'ai... C'est comme activiste. Lui, il critique très souvent Tshisekedi, mais du coup, quand il parle, par exemple, du bien du Tshisekedi, il y a des gens, ce qu'on lit bon, cela veut dire que ce que tu as mangé de l'argent, tu as corrompu. Donc, on ne peut pas soutenir quelque chose de bien. Donc, c'est chaud, en fait. Mais bon, c'est ça la il manque une maturité. Il manque une maturité politique et culturelle, même au Congo. Hein. C'est que les gens sont pas très matures. Hein. Exactement. Ah, c'est dommage. Moi, je me suis toujours posé la question pourquoi ces gens-là se mettent toujours autour des tables pour partager le pouvoir, mais jamais pour se mettre autour d'un projet civilisationnel, réfléchir, le sociologue qui puisse réfléchir, le mathématicien, tous ces gens-là qui peuvent réfléchir pour l'avancement du pays, se mettre autour d'une table, ou soit organiser des colloques, tout ça. Pourquoi ils ne le font jamais? Mais quand c'est pour partager le pouvoir, ils le font. Calmos, quoi. Ils dépensent même beaucoup d'argent et ils partent en Europe le faire là-bas, soutenus par de blancs et autres. Les noirs sont compliqués, mais bon, je n'arrive pas à comprendre. Et puis bon, il y a une caractéristique chez nous, c'est que bon, j'ai l'impression que tout le monde est corrompu et que tout le monde est corruptible. Hein. C'est qu'il n'y a plus de... Voilà. Il n'y a plus de conviction. Le politicien entre eux te disent que voilà, petit, chacun a son prix. Hein. Donc, un grand politicien qui aspire aussi, qui s'est dit que voilà, je vais changer ce pays, mais il te dit quand même chacun a son prix. Mais je te dis, mais ce gars, il est malade ou quoi? Donc, c'est devenu normal pour tout le monde, en fait. C'est terrible, hein. Terrible. Donc, il y a plus de... On n'a plus d'hommes de conviction de la trompe de Lumumba, ou hein. C'est ça le problème. On n'a plus de gens habités. On a de gens qui veulent juste rouler dans nos belles carrosses, coucher avec des femmes par-ci, par-là. C'est fini. On n'a que ça comme vie. C'est pour ça que je critique très souvent ça. Je dis que voilà, il faut être habité, comme on a toujours l'habitude de le dire ici, être habité par l'esprit du changement. Mais c'est triste, on n'a pas. Une personne qui te dit que chacun a son prix. Donc, si on l'amène dans un milliard, il va trahir le Congo. Donc, c'est triste. Mais donc, d'une certaine façon, le problème au Congo, c'est le Congolais. Puisque Kagame ne peut se permettre que de faire ce qu'on lui laisse faire. Carrément. C'est ce que moi, j'ai toujours défendu, d'ailleurs. Le problème du Congo, c'est les Congolais. Ok. C'est clair comme ça. Mais par rapport à l'histoire de... Donc, je pense que Galaï est là. Je pense qu'il va essayer un peu de nous rappeler. Je ne sais pas s'il avait suivi l'émission de l'historien, là. Comment il s'appelle? Je connais le Congo. Comment il s'appelle, le gars? Louaka. Voilà. Louaka. Il avait raconté une histoire là sur le Rwanda. Le Rwanda et leur mission, en fait, leur chef là. Parce qu'eux se considèrent comme ceux-là qui doivent avoir les terres des autres. Ah, les Tutsis. Voilà, eux se considèrent comme ça. Donc, ils doivent avoir les terres des autres. Donc, c'est une suite logique. Ils avaient aidé Mouzé pour en profiter, avoir une partie. Oui. Ouais, je t'écoute. L'histoire du Rwanda, il y a deux versions. Il y a la version officielle, la version qui est racontée au niveau des écoles et des universités. Bon, c'est une version que je pourrais dire que je peux qualifier d'idéologique ou soit de politique.
j'ai une fois appris l'histoire du Rwanda auprès d'un ami qui est de l'Est. Il a essayé un peu de m'expliquer l'origine de la rivalité entre les Tutsis et les Hutus. Les Tutsis, en soi, ce sont des Nilotiques. Ils vivaient un peu comme les Peuls, les Somaliens, donc c'était des nomades qui se promenaient avec des troupeaux par-ci par-là, à la recherche de pâturage. Alors, les Hutus, par contre, c'était des peuples bantous qui habitaient la région bien avant l'arrivée des Tutsis. Les Hutus. Ils avaient un royaume, oui, les Hutus. Ils avaient un royaume. Ils sont proches du Bantou, en fait. Ils sont bantous, en fait. Non, ils sont bantous. Donc, ils étaient bantous bien avant le métissage, puisqu'il y a eu métissage quand les Tutsis sont arrivés au niveau du Rwanda. Alors, ce qui s'est fait quand les Tutsis sont arrivés avec les troupeaux qu'ils avaient, ils utilisaient maintenant leurs jeunes filles pour essayer un peu de bénéficier des avantages auprès des propriétaires du roi des Hutus qui étaient les propriétaires terriens. Donc, pour bâtir des alliances, ils ont utilisé leurs jolies filles pour que ces filles deviennent les épouses ou soit les concubines du roi et des princes. Alors, la mission était quoi? Comme ils avaient admiré l'espace qui était occupé par les Hutus, ils ont envoyé, donc, parmi les filles qui étaient envoyées, qui étaient préparées pour devenir les filles, ou disons les femmes des princes et des rois, il y avait l'une parmi ces filles qui avait volé, je pense, quelques objets sacrés, les objets qui constituaient les symboles du pouvoir. Il y avait un tam-tam et d'autres objets que j'ai oubliés. La fille a volé ces objets et quand elle a volé les objets, donc, automatiquement, les pouvoirs symboliques étaient traversés de l'autre camp. Les Tutsis avaient maintenant la légitimité de revendiquer le pouvoir puisqu'ils avaient ces objets qui étaient considérés comme sacrés et comme les signes du pouvoir ancestral. Alors, c'est par là que, comme ils étaient violents, puisque les Hutus sont des Bantous, ils sont naturellement pacifiques. Mais les Tutsis sont des guerriers, sont des nomades qui... donc, ce sont des félins. Hein? En résumé, je peux les qualifier comme des félins. Il y a eu des guerres et les Tutsis, comme ils étaient déjà bien préparés avant l'incident, ils ont gagné une partie et par la suite, ils se sont arrangés pour cohabiter. Vous voyez? Et au fil des années, quand le colon est arrivé, les Tutsis étaient beaucoup plus malins par rapport aux Hutus. Et le colon a exploité cette rivalité pour s'imposer dans le Rwanda. Ce qui a fait que les Hutus, qui étaient les propriétaires terriens, ils sont devenus maintenant en quelque sorte comme des esclaves puisque les Tutsis avaient beaucoup de bétail et ils avaient la richesse. Les Hutus, c'était des cultivateurs, c'était des simples cultivateurs qui n'avaient pas de bétail ou d'autres produits qui pouvaient leur procurer beaucoup d'argent ou soit de l'influence. Donc, c'est ça la version qui est cachée. Donc, l'histoire, ce qui se passe entre les Tutsis, c'est ce qui s'est passé même, disons, ce qui se passe entre les Tutsis et les Hutus, c'est ce qui s'est passé même avec les autres tribus. Mais la différence, c'est qu'au niveau des tribus voisines, par exemple, comme les Bashi, comme les Avu, comme les Nande, les Tutsis n'ont pas su conquérir les pouvoirs politiques au niveau de ces tribus. Mais au moins, ils ont eu le privilège de faire épouser leurs filles à des princes, à des rois. C'est ce qui fait que si vous observez la plupart des filles qui naissent dans ces tribus, vous verrez qu'ils ont la physionomie des Tutsis. Bassin large, souvent de taille élancée. Donc, c'est à cause de ces mariages. Mais toutes ces tribus sont des tribus bantous, mais qui ont été métissées.
Il faudra souligner que ce sont les plats que Makelele adore. Mais bon, ok, passons. Ah, vas-y, avance. Donc, c'est ça. Le problème, c'est ça. Alors, comme ils sont des nomades, ce sont des peuples expansionnistes. Vous voyez? Contrairement aux Bantous qui sont généralement des peuples pacifiques, sédentaires et généralement agriculteurs. Et ils sont nomades, ils sont éleveurs de bétail, donc ce sont des peuples belliqueux. Entre guillemets patriarcat, non? Ils ont la culture du patriarcal, sémite, etc. Ils ont ce type de culture. Oui. Mais ils pratiquent aussi les mariages entre cousins depuis des siècles. Oui. Donc, comme les Tutsis sont un peuple un peu conquérant, donc au fil des années, ils ont essayé un peu de cultiver une sorte de volonté de vouloir conquérir tous ces espaces, donc d'annexer tous les petits royaumes qui étaient environnants au sein de je ne sais pas si je peux appeler les royaumes du Rwanda ou bien de la Confédération du Rwanda. Donc, c'est ça l'idée qui est cachée derrière cette histoire. Mais à part ça, comme les Tutsis, les Nilotiques, les Soudanais, les Éthiopiens sont un peuple qui se considère un peu comme la race supérieure parmi les Noirs. Exactement. Vous voyez? Donc, maintenant, il y a une partie de ces peuples qui se considèrent comme descendants de Salomon. Je pense on les appelait en Éthiopie les Falachas. Les Falachas. La diaspora, la population israélienne noire. Qui sont ici, qui sont venus de l'Éthiopie. Alors, les lobbies juifs, dans leur projet expansionniste d'Israël, puisque dans leur plan, ils veulent assez que l'Israël commence du Moyen-Orient jusqu'en Afrique de l'Est. Alors, ils vont se servir des Nilotiques qu'ils considèrent comme leurs frères directs, ici en Afrique, pour essayer un peu de concrétiser ces projets. Mais excuse-moi, entre parenthèses, parce qu'il y a aussi des gens qui disent que il n'y a ni Hutu ni Tutsi, notamment dans le milieu afrocentré, je pense, ou Tamil. J'ai entendu Lasconi en parler. Je pense, hein. Peut-être je me trompe, hein. Mais qu'il n'y avait ni Hutu ni Tutsi, que ce sont des créations de l'Occident ou du colonisateur. Non, je pense que si j'ai essayé un peu d'expliquer, si vous aviez compris mon explication, après l'arrivée des Tutsis dans les lieux, ils se sont mariés. Vous voyez? Ils se sont mariés, ils ont fini par vivre ensemble après tous ces incidents. Oui, je comprends. Donc, mais dans ton explication, tu expliques bien qu'il y a deux peuples distincts, non? Qu'il y a vraiment les Tutsis et les Hutus. Alors que pour certains, ils disent que... Si vous lisez même sur la page Lisapoyakama, hein? La page Lisapoyakama, je ne sais pas si vous avez déjà, si vous connaissez cette page, c'est même sur Facebook. Ok. On voit le lien si tu l'enverras le lien plus tard sur notre. Là-bas, sur cette page, quand vous lisez leur version de l'histoire sur les problèmes entre Tutsi et Hutu, ils disent tout simplement que les Tutsi veut dire éleveur et Hutu veut dire cultivateur. Ok. Vous voyez? Donc, c'est cette explication qu'ils donnent. Donc, quand après les conflits, quand il y a eu la paix, ils ont cohabité. Les Hutus ont continué avec leur ancien comportement d'agriculteurs et les Tutsis ont continué avec l'élevage. Bien que comme il y a eu des mariages aussi, des familles Hutus qui ont hérité de quoi? Des terres. De quelques des bétails, pardon. Des bétails, voilà. Et il y a aussi des Tutsis qui ont commencé à se mettre aussi dans l'agriculture. Mais ils savent très bien que cette famille, c'est une famille Tutsi, cette autre famille, c'est une famille Hutu. Donc, entre eux, ils savent ça. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait que cette histoire-là, c'est très difficile que ça finisse.
Et aujourd'hui, avec les problèmes du Congo, donc ça devient de plus en plus compliqué. Donc, les lobbies Tutsi à travers le monde travaillent en collaboration avec les lobbies juifs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, malgré tout ce que Kagame fait ici en Afrique et au Congo, les Américains sont toujours derrière Kagame, puisque les lobbies juifs qui sont au niveau des États-Unis travaillent en collaboration avec les lobbies Tutsi. Ok, Ngale, mais oui. Quel est le lien que tu fais en fait entre ce que Kabila a fait et ce que Tshisekedi fait aujourd'hui? Parce que moi, je partais du principe que Kabila, parce que comme activiste venait de le dire, qu'il y avait l'agenda qu'il fallait respecter par rapport aux accords. Parce que oui. Kabila le père a eu le pouvoir grâce aux Ougandais et aux Rwandais d'une certaine manière. Et il y avait une suite logique. Parce que lui, après, il a rejeté l'accord qui était quand même d'occuper le pays et peut-être leur couper une partie. Et quand il a refusé l'accord, quand il est mort, son fils, entre guillemets, son fils est venu. Mais d'une certaine manière, au début, l'idée était de continuer l'accord. Non, c'était comment tu analyses l'action, en fait? Moi, je pense que l'idée au début était quand même de continuer ça. C'est après, peut-être, mais je ne sais pas s'il a cédé, mais parce que l'armée a été infiltrée et jusqu'à maintenant, l'armée est infiltrée. Pourquoi il a laissé l'armée être infiltrée et tout ça? C'était quoi son plan? Je ne dis pas que voilà, tu connais tout, mais bon, essayons quand même de réfléchir là-dessus pour revenir directement aussi à la pensée du frère. Je ne pense pas qu'il faut dire qu'il a laissé. Il était parmi les artisans de cette infiltration. Puisque même s'il est congolais, même s'il ne l'est pas, je pense que ce monsieur est redevable aux Rwandais du fait qu'ils l'ont aidé à devenir président ici en RDC. Ouais, pas seulement Rwandais. Moi, je parle de la suite logique, en fait. Moi, je parle de la suite logique de son père. Quand je parle de la suite logique de son père, en partant de son père et lui, il y a une suite logique. Et en partant aussi de royaume, ou soit du roi qui a fondé d'une certaine manière le Rwanda, et de sa philosophie de conquérir d'autres terres. Et comme ils ont aidé le père d'avoir le pouvoir de chasser Mobutu, d'une certaine manière, c'est une suite logique. Eux, ils sont dans leur plan. C'est à nous aussi d'être dans notre plan. Et c'est une Exactement. Exactement. C'est ça. Maintenant, il faut, excuse-moi, entre parenthèses, mais pour ça, il faudrait que le Congo ou les Bantous, je ne sais pas comment tu appelles ça, il faut qu'ils aient un projet civilisationnel. Et c'est là où on pêche un petit peu. Ouais, tout à fait. Non, on n'est pas prêt pour ça. Les problèmes avec les Bantous sont trop pacifiques. Voilà. Quand même. Makelele. Tu vois les problèmes avec les Bantous, ils sont trop pacifiques. C'est ça les problèmes. Pas trop pacifique, mais bon, moi j'ai l'impression qu'on est trop pacifique. On est trop pacifique entre nous. Non, on est trop pacifique, pardon, vis-à-vis de l'ennemi, avec les autres. Ouais, voilà. On est pacifique avec les autres, mais entre nous, des histoires très sanguinaires, hein. Moi j'ai été. Bon, peut-être dans l'imaginaire bantou, il pense que l'autre est supérieur. Non, l'autre est gentil. Le mauvais, c'est celui qui vit avec moi. Peut-être que c'est ça. C'est ça le problème. Puisque non seulement avec les Tutsis, nous avons été gentils. Avec les Blancs, c'était la même chose. C'est exactement, en fait. Je vous raconte un petit truc. Moi, je suis allé là-bas au village mongolais. Et je me suis vu avec le chef de notre groupement. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, il y a un gars, il est là, il a fait construire le marché et tout. Bon, ce gars-là ne postule pas parce que lui, mais il parraine les gens. Donc, c'est un parrain. Donc, il peut, voilà, ses frères et autres. Mais ce gars-là en question, il est en train de monter des projets, tout ça. Ce sont des projets qui permettent quand même au village et aux villageois de s'en sortir. Et puis voilà. Mais ce gars-là, il est contre d'autres personnes. Par exemple, comme moi,
il est contre d'autres personnes qui viennent avec le même projet, en fait. Genre, je sais pas, je me fais comprendre, en fait. Donc, il est contre toi, mais il est... Oui. Ok. Voilà, Donc, il veut être le seul. Voilà, vous ramenez le noir, mais je me suis dit, j'ai dit au chef, mais c'est quoi en fait le truc avec nous le noir? Oui, ça c'est vrai. Mais on a ce problème même en famille, hein, même en famille c'est comme ça. C'est-à-dire que les personnes veulent briller comme ça solo. Waouh, je me suis dit, quoi? Donc, mais en réalité, c'est qu'il ne veut pas vraiment le développement du territoire. Mais non, il veut être au-dessus des siens. Exactement. C'est ça la culture que je... Ouais, comme dans les familles en fait. Il est prêt à être en dessous de tout le monde, mais ce qui lui pose problème, c'est ce qu'il ne veut surtout pas, c'est être en dessous des siens. Il veut être absolument au-dessus des siens, quitte à être en dessous de tout le monde. Et donc celui qui a une volonté de puissance va devenir son ennemi. Celui qui a une volonté de puissance dans son clan, hein, j'entends. Ouais, ben de toutes les façons, on m'a prévenu, tout ça. Je dis, de toute façon, il ne fera rien. Il a l'argent, il a tout. Voilà, mais bon, il va faire rien. De toute façon, on va s'armer pour lui faire. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que en général, quand tu as ce genre d'ambition, et c'est ça que nous on doit comprendre, c'est que les gens avec ce type d'ambition médiocre, qui est de briller juste auprès des leurs, c'est qu'en général ils font rien. Mais maintenant, de l'autre côté, il faut que ceux qui soient un peu plus conscients, il faut qu'on ait un peu plus de volonté d'agir, qu'on soit plus dans l'action et dans la discipline, hein, je pense. C'est ça qui manque aussi aux personnes de bonne volonté. Exactement. D'agir et puis voilà, c'est ça. Et c'est ça qui manque aux Bantous aussi. Les Bantous sont pas disciplinés en fait. Par rapport au peuple néolithique en fait. Quand je parle des néolithiques, moi je vois pas directement des Tutsis, tu vois. Des néolithiques, des Éthiopiens, des Érythréens, tous ces gens-là. Ouais. Et quand tu vois leur mentalité par rapport à nous les Bantous, tu vas voir même leur façon de faire, c'est vraiment différent les gars. C'est vraiment différent. Moi, je pense que ça ferait quand même un très bon sujet hein, de publier. Ouais, parce qu'ils ont l'esprit de concurrence d'abord. On arrête d'abord l'esprit que les Américains sont derrière eux, tout, non. Naturellement, d'abord comme ça, là, Coco. Ils ont d'abord l'esprit de concurrence. Ouais, allô? Ouais, bonjour les gars, ouais. Coco. Ouais. Oui, je pense que j'ai bien dit dans mon explication que ce sont des guerriers. Ils sont des guerriers. Je l'ai bien dit. Ce sont des conquérants. Ils sont différents. Ouais. Parce que j'avais discuté avec un frère là en fait. Il m'a fait comprendre que tu voyais même dans l'Égypte antique en fait. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, il m'a expliqué un truc. Tu voyais même dans l'Égypte antique. Vous voyez tous les peuples qui sont restés en haut de l'Égypte là, aux environs, après avoir l'envahissement des Arabes. Parce que les Arabes, quand ils ont envahi l'Égypte, on est tous descendus vers le sud. Ok. On est descendus. Les plus guerriers, c'est eux qui ont resté juste à côté en fait. Les lâches qui sont descendus plus bas, qui dont on a ces retours dessus. Ouais, mon gars, s'il n'y a pas de trucs, même si tu vois maintenant dans le comportement, tu vas comprendre. Tu pars en Afrique d'ici, les gars. Tu penses qu'il y a des choses qui se passent en Afrique d'ici là, en Somalie, les Somaliens ne peuvent pas faire ça. Il y a des villes que les Occidentaux, ils ont dit les Noirs n'y rentrent pas. Les Somaliens vont bagarrer jusqu'au bout. Les Érythréens, ils ont bagarré jusqu'au bout. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, il m'a fait comprendre, il a dit, même dans la Terre d'Égypte, tout, il savait pas dire les trucs, tout, il savait dire djid. Tout, les mots, tout, il savait dire djid. Vous voyez? Même dans la Terre d'Égypte antique. Les gars, il m'a fait comprendre que peut-être c'est eux qui étaient les guides, en fait. Les Bantous, ils n'ont pas cette énergie, en fait. Et les gens qui sont descendus plus bas, là, même tu vois même les Tchadiens. Les Tchadiens, moi, ouais, tu vois les Tchadiens, là. Les Tchadiens, tu vois. Ouais. Les problèmes des Bantous, c'est l'éducation gynécocrate. Vous voyez, les Tutsis, les Nilotiques ont aussi conservé l'instinct masculin. Pourquoi? Parce qu'ils ont adopté la vie nomade. Quand on est nomade, il faut avoir des hommes forts pour défendre les groupes. Mais quand on est sédentaire, les hommes peuvent pas exister, ça ne pose pas de problème. Exactement, et c'est ça dont on ne parle jamais assez
les Kamites, c'est que le matriarcat, c'est juste de la sédentarisation. Juste la clôture. C'est juste la confirmation de la sédentarisation. Et pourtant, même, c'est la base. C'est qu'on dit à Kinshasa, maman et les Kambo. Parce que quand on ne discute pas de ça, on continue à propager des philosophies gynécocrates, on continue à propager des enseignements gynécocrates, et puis c'est fini. C'est comme si on pérennisait la même chose, quoi. Exactement. Ouais. Oui, Exactement. mais Négis, oui, Négis. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas, la société dans laquelle nous évoluons, on ne veut pas qu'on puisse critiquer la femme. On ne veut pas qu'on puisse parler de la femme. C'est comme un truc une publication que j'ai fait hier la nuit, voilà, où j'ai parlé que non, l'enfant devait jusqu'à 5 ans, l'enfant doit quitter tout près de sa mère. On ne peut pas garder un enfant jusqu'à 5 ans. L'enfant reste toujours là avec sa mère. L'enfant doit quitter sa mère pour son père. Parce que c'est à ce moment-là que les pères doivent montrer à l'enfant comment il faut risquer, comment il faut se battre, pour créer des garçons, bien des filles qui sont quand même vaillantes. Mais lorsqu'on prend un enfant qui reste toujours tout proche de sa mère, voilà, qui est toujours un enfant qui est toujours couvert de l'amour, un fils à maman. Regarde, vous croyez avec des fils à maman comme ça, vous allez faire quoi? Regarde, on est différents. Il y a tous les gars qui sont du Cameroun, là, au Cameroun. Il y avait des Tutsis, comment on l'appelle, des Tutsis, tu vois. Il y avait des Banyamulènes qui sont arrivés là-bas dans un centre au Cameroun. Bon, c'est une histoire qu'on m'a racontée là-bas quand je suis passé au Cameroun, quoi. Quand je suis parti au Cameroun. Juste pour après. Ils m'ont dit, quand les Banyamulènes ils sont arrivés, vous voyez tous les généraux là, les femmes de Banyamulène, les femmes Tutsis, tout ça. Tous les généraux du Cameroun, tous les douaniers, et tous étaient dans les centres, en fait. Dans les centres là où il y a des femmes là. Mais quand tu vois les comportements des gens là, les comportements des trucs, comment ils se comportent avec les femmes, et nous, comment nous on comporte vers nos femmes, et tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous les Bantous. Et en fait, tu vas voir, ils ont leur manière, sont disciplinés, et leur manière de comporter avec leurs femmes, c'est pas comme nous en fait. Alors qu'ils ont les belles femmes. Le Bantou idéalise un peu plus la femme, mais bon, c'est tout ça, voilà, c'est le résultat de l'éducation. Ah, elles ont les belles femmes, mon gars. Mais tu vois, leur manière de comporter avec des femmes, tout ça, c'est pas comme nous, en fait. C'est pour ça, ils ont compris comment nous... Je vous dis, les gars... Et tu sais comment ils fonctionnent aussi avec leurs femmes, là? Ils utilisent très souvent leurs femmes là pour nous espionner et autres. Hein. Exactement. Parce que nos politiciens les adorent. Parce qu'ils vous connaissent comment vous êtes en fait. Ils vous connaissent BMW. BMW, c'est nous. Voilà. BMW. Et ils connaissent. Si vous voyez seulement les femmes, tout ça, vous allez tomber. Donc, ils connaissent comment vous utilisez en fait. Et tous sont. C'est ça le problème en fait, mon gars. Donc, on est des peuples différents, même niveau mental. On est vraiment différents avec eux. Oui, donc on doit faire un gros travail sur nous-mêmes. Hein. Donc, le cercle a vraiment... Et là, je veux dire un truc, mon gars. Tu sais, tous les peuples qui sont nomades, là, tous les peuples nomades, à part les Tutsis, quand tu pars au West Afrique, tu vois les peuples là, c'était toujours des peuples qui ont l'esprit de conquérants, ils ont une volonté de puissance différente aux autres peuples qui étaient sédentaires. Même tu parles la logique qu'on a toujours défendue ici dans le cercle, c'est que c'est la femme qui permet à l'homme de se sédentariser. Et quand par exemple on a par exemple des hommes qui voilà, l'homme part chasser en fait d'une certaine manière. Et du coup on a des hommes qu'on a aujourd'hui donc boulot métro dodo. C'est triste, hein. C'est triste. Ouais, j'ai une vidéo ici, là, mon gars. J'ai une vidéo. Attends, je vais chercher. Je vais trouver les vidéos, là. Il y a un gars qui est en train de témoigner. Il est en train de dire c'est un Camerounais. Mais t'as pas encore fini, apparemment. Ngalay. Comment? Ngalay, apparemment. Oui, Ngalay, continue ton nom. Ngalay, tu peux continuer de l'exposer, là. Mais bon, c'était quand même intéressant.
Parce que moi, j'avais posé la question sur la suite logique, en fait, de Kabila le père, Kabila le fils, vis-à-vis des Rwandais. Bon, pour moi, entre les deux, c'est la rupture. Hein. Il n'y a pas de suite. Ouais, tout à fait. Ouais. Entre les deux, il n'y a aucune suite. C'était la rupture. La rupture, ouais. C'était la rupture à quel moment? Bon, d'abord sur le plan idéologique, ouais. Les fils, entre guillemets, n'incarnent en rien l'idéologie de son père. Donc, c'est déjà une rupture. Le père avait dit, prenez-vous en charge. Mais le fils n'a rien fait de tout ça. Au contraire, il nous a rendus de plus en plus dépendants des autres. Donc, je ne sais pas s'il y a une suite. Après la mort de son père, qui l'ont amené au pouvoir? Il devait quand même à ces gens-là, comme tu l'as si bien dit tantôt, que voilà, il devait aux Rwandais, et puis il devait aussi aux Américains, aux Belges, voire même aux Français aussi. Bon, c'est quand il s'est décidé. Tu vois, dans l'histoire, il y a toujours des versions. Il y a une version officielle et il y a une version qui est cachée. Oui. Selon la version qui est connue, on nous parle des gens qui étaient influents autour de Kabila le père, hein? Entre autres les Mwenze Congolo, je pense qu'ils étaient au nombre de 4 ou 5 comme ça, les gens qui se sont imposés pour que les fils puissent remplacer le père. Mais ça, c'est la version officielle. Est-ce que ces gens-là n'étaient pas influencés par une force extérieure? Point d'interrogation. Mais si nous observons l'action du fils quand il est au pouvoir, son règne, en tout cas, on voit clair et net que il y a rupture. Oui, Négis parle. Ouais, j'ai ajouté en fait par rapport à ce que tu disais. Donc, par rapport à sa gestion, on peut comprendre noir sur blanc qu'il y a rupture entre l'idéologie de son père et lui. Ça c'est ce que tu disais, non? Oui. Okay. Oui, c'est ça. Une rupture totale. Tu penses Parce qu'il faut savoir que le père était révolutionnaire quand même. Le père s'inscrivait dans la même finalité que Lumumba et consorts. Hein. Lui, c'était Lumumbiste. C'était Lumumbiste sur le père. Donc, avec tout ce qui s'est passé après Lumumba, donc l'autre Lumumba avec Mobutu, on a oublié, on a perdu notre âme révolutionnaire. Non, qui s'est un peu réanimé avec Kabila, mais qui s'est très vite éteint après son décès. On est revenu à ce qu'on a été durant les 30 ans de Mobutu aujourd'hui. C'est-à-dire des êtres corruptibles. Moi, je me suis toujours dit dans la tête, en fait. Je me suis toujours dit ceci. Si Kabila suivait le pas de son père, il n'allait pas faire 18 ans. Ah, bien sûr. Il n'allait pas faire 18 ans. Et tous les révolutionnaires meurent. Hein. C'est comme si l'autre, il est resté longtemps, là, le gars qui est resté 30 ans, là, dont je citerai même pas le nom, c'est parce que c'était pas un révolutionnaire. Lui là, je ne sais pas. Mais apparemment, moi j'ai trouvé beaucoup de gens qui sont contre Lumumba et qui publicitent ou soit qui sont tout contents de Mobutu. Mais bon, je ne sais pas comment. Oui, moi aussi, j'en ai vu beaucoup. Mais c'est pour ça que chez nous, et ça, c'est les Congolais. C'est pour ça que chez nous, tu ne trouves pas la mentalité révolutionnaire. C'est pour ça que c'est un très mauvais révolutionnaire. Parce que un vrai révolutionnaire, il est dans la continuité de la révolution. Mais eux, on ne sait pas sur quoi est basée leur révolution. D'avoir fait les choses à la va-vite. Mais je me dis, ces gens. Plutôt que de continuer, ils sont le reproche. Oui, mais c'est parce que les gens, c'est parce que les gens ne lisent pas. Il y a même un Belge qui a écrit un livre là-dessus qui a dit que les 90 ans là de la colonisation n'ont jamais servi à développer le Congo. Mais pourquoi Lumumba allait attendre? Il allait attendre jusqu'à quand? Parce que si la colonisation n'avait pas servi à développer les pays, vous croyez qu'après, quand ils vont dire non, attendez 30 ou bien 40 ans, ils vont développer les pays? Ça, c'est les Congolais,
Le Congolais, j'ai l'impression il est aussi dans une nostalgie du confort qu'il avait du temps de Mobutu. C'est pour ça qu'il est fan de Mobutu. C'est pas forcément de ses idées. Voilà. Non, mais moi, je suis toujours écœuré, en fait, à chaque fois que je trouve. Négis. Plus tard que hier, oui. Allô? Oui, allô? Ouais, plus tard que hier. Non, tu peux parler à la fin, je vais continuer. D'accord. Plus tard que hier, je me suis vu avec un gars là qui devait normalement m'aider dans l'histoire de papier, ONG, machin truc. Et lui, il me dit que voilà, il ne faut pas me parler de Lumumba parce que je n'aime pas ces histoires. Voilà, mais moi, je me suis dit, mais toi, je préfère quand même Mobutu. Ah, Mobutu, c'est mon gars. Mais je dis, c'est normal. Hein? Vous voulez. C'est terrible. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi les gens n'aiment pas Lumumba? Je comprends pas. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Les Congolais, les gars. Il faut dire les Congolais. C'est pas parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la révolution. Tout le monde est pro-Lumumba à l'extérieur du Congo, mais à l'intérieur du Congo, tu vois des gens anti-Lumumba. Il y a mon gars, il y a un gars là, c'est un Cap-Verdien. Parce que moi, je lui ai parlé des Congolais. Il m'a dit un jour, ouais. Parce que moi, je n'aime pas trop discuter avec des Congolais et tout ça. Parce que, ouais, un jour, lui-même, il est resté comme ça avec des Congolais, des activistes aussi congolais. Il dit, la façon qu'il parlait de Mobutu, mais il était étonné en fait, parce que lui c'est un Cap-Verdien. Donc c'est des gens des Cabral, l'amical Cabral, tout ça, ils étaient dans le même quartier quoi. C'était des petits des Cabral en fait. Mais ils oublient que Mobutu c'est Blaise Compaoré. Ils oublient que Mobutu c'est Blaise. Il dit les Congolais sont bizarres. Tellement ils parlent mal de Lumumba. Il a dit mais Coco tu as raison. Tu as raison. Il dit mais votre peuple là c'est des malades. Il dit ouais Lumumba il était trop pressé. Les gars, Comment quelqu'un cherche votre libération, même si les Blancs vous donnent les pains, ils vous donnent tout ça, tout ce que vous voulez, confort que vous voulez là. Même tu n'es pas libre. Tu n'as pas de dignité. Quelqu'un cherche que tu sois digne. Même dans ton misère, que tu crois que tu es misère. Coco. Mais tu dis, mais lui, il était pressé. Ouais, vas-y, dis le gars. Coco. Ouais. Je pense la haine qui est la haine du Congolais contre Lumumba, ce n'est pas une haine naturelle. Cela a été transmis des parents aux enfants. Parents, voilà. Vous savez, quand ils ont arrêté Lumumba, quand ils l'ont assassiné en 1961, les services des renseignements occidentaux ont propagé une nouvelle à travers les prélats, les prêtres de l'église catholique qui étaient à l'époque. Les prêtres de l'église catholique disaient à leurs fidèles ceci, que Lumumba c'est un communiste. Un communiste veut dire quoi? Un communiste veut dire que, disons, le communisme, ça veut dire quoi? Le communisme veut dire que dans un village, par exemple, il n'y a pas de femme, moi c'est Moutouazate, donc la femme de quelqu'un, ça n'existe pas. Les biens de quelqu'un, ça n'existe pas. Une femme qui est au village, c'est la femme de tout le monde. Si tu as par exemple une poule ou bien une chèvre, donc ce n'est plus ta poule ou ta chèvre, ça appartient à tout le monde. Donc n'importe qui peut venir les prendre, les tuer, les manger. Donc c'est comme ça. Donc c'est à travers cette philosophie-là qu'ils ont injecté la haine de Lumumba. Donc ils ont joué sur une carte de désinformation. Le problème en est que les gens qui se disaient lumumbistes devaient concevoir une sorte de plan d'enseignement pour essayer un peu de laver l'image de Lumumba auprès de la jeunesse. Ils ne l'ont pas fait. Non, mais le problème, c'est que les 30 ans de Mobutu, là, ça joue pas. Le problème, il faut savoir que déjà, même de Lumumbiste, les 30 ans de Mobutu qu'il a fait là, les 32 ans de Mobutu, là, Mobutu, il est venu pour tourner un tir, voilà. En fait. Donc, ça a été un lavage de cerveau pendant 30 ans. Pendant 30 ans, les gars. Mobutu a fait 30 ans. Mobutu a fait 30 ans, malgré qu'il a élevé Lumumba au statut de héros national, mais il n'a pas fait le travail de désinformation, disons, de désinformation sur l'information qui a été
mise en place par la communauté occidentale sur. Mais c'est normal puisqu'il a participé. C'est normal parce qu'il a participé. Voilà. Donc, il a participé non seulement parce qu'à la fin, il a aussi essayé de jouer au dur, en fait. Genre, il a perpétué le combat, mais dans la forme, pas dans le fond. Genre, oui, voilà. Le nom, tout ça. Qu'est-ce que ça avec l'authenticité, etc. Qu'est-ce que ça change le nom? Qu'est-ce que ça change? Oui, ça change quand même, mais bon, qu'est-ce que ça change? Il a voulu juste le jouer un peu Lumumba, mais dans la forme, en fait, pas dans le fond. Exactement. Voilà. Et Négis, si je pouvais compléter un élément sur la rupture qui s'est faite entre Mouzé et les fils, hein? Est-ce que vous savez que c'est le fils qui a donné l'autorisation à tous les gens qui se réveillent un matin et qui se disent pasteur ou prophète d'ouvrir une église? Est-ce que tu le sais? Comment je l'ai compris? C'est sous son règne que tout le monde, donc tout le monde a l'accès à l'autorisation d'ouvrir une église. Non, mais c'est son œuvre. Et les pasteurs, c'est son œuvre. Les pasteurs ont tué le peu de l'esprit révolutionnaire qui existait encore dans les Congolais. Ils ont tué ça. Ça lui a permis de piller le pays pendant 18 ans. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, il n'y a rien. C'est un businessman. Est-ce que tu sais qu'il a de fermes partout en RDC? Tu le sais? Il a de fermes partout en RDC. C'est un businessman. Non, c'est un businessman. Lui, c'est un businessman. Mais moi, je me dis toujours, ok, Kabila, il s'est dit que voilà, il est descendant de Kimpanvita, de Lumumba. De politiciens ont toujours des discours de démagogues. Ils sont bizarres. Descendant de Lumumba, de Kimpanvita, tout ça, il cite de noms. Congrès, waouh, des gens applaudissent. Mais je dis ceci, lui, avec tout l'argent qu'il a, est-ce qu'il a déjà monté, par exemple, l'école où on enseigne l'idéologie panafricaine? Même l'idéologie de son père. Même l'idéologie de son père. C'est rien. Par exemple, il n'appartient même pas à ça. Est-ce qu'il a fait ça? Non, lui, il n'a fait que s'enrichir. Donc, moi, je ne comprends pas ce genre d'Africains. Donc, c'est terrible. On a beaucoup. Kabila, c'était un milliardaire, s'il vous plaît. S'il voulait vraiment, réellement changer les choses, comme il s'est dit, fils, descendant de Kipavita, de Lukimbango, de Lumumba, mais un descendant qui a le pouvoir, qui a de la richesse, mais qui ne monte même pas en secret des écoles idéologiques pour essayer de pérenniser le combat d'une certaine manière. Négis, le problème, c'est que lorsque quelqu'un d'abord, comment je peux dire, lorsque quelqu'un a des convictions, lorsque quelqu'un c'est un idéologue. Un idéologue, d'abord, le premier pas d'un idéologue, c'est d'abord de parler. Mais Kabila parle où? Est-ce que tu l'as déjà vu animer une conférence où il parle du panafricanisme, de Kimpanvita, où il raconte même le fils que même une de ses convictions? Mouzé, son père, Mouzé, c'était un idéologue. Mouzé, ce n'était pas quelqu'un qui était attiré par les biens matériels. C'est quelqu'un qui était convaincu. Il y avait une conviction derrière, il y avait un combat derrière. Mais chez Kabila, il n'y en a pas.